bonjour, aujourd'hui on va parler avec les mains, parler de lasagne, on va parler de l'Italie. Cette Italie éternelle et surtout de son plus gros représentant après Ferrari, après Lamborghini, après Fiat, après Alfa Romeo, après Ducati, après pas mal d'autres marques. On va parler de Lancia. Bref, Lancia sort de son état végétatif en France après avoir mis la clé sous la porte en 2016. La première pierre de ce retour tant attendu pour les amateurs de la marque, enfin plutôt s'il en reste encore. Donc, avant que j'achète un Ouija, s'il vous plaît, dites-moi que vous êtes encore vivant, lâchez un com, un pouce, ce que vous voulez, insultez-moi, mais je veux savoir s'il y a encore des gens qui aiment la marque. Je pense que je suis seul. Voilà, ça fait cadeau. Déjà, la première pierre, ça va être le retour de l'Ypsilon, qu'on a vu il y a quelques jours faire un énorme plouf dans le Doubs, près de Montbéliard. Bon, un peu plus discrète, on va parler surtout aujourd'hui d'une voiture qui a permis à Lancia de se réinventer et qui lui a permis surtout de sauver les meubles durant plusieurs décennies. La Lancia Ypsilon. Et son tout premier représentant avec la Y10, apparue en 1985. Pour les nombreux passionnés de la marque, encore comme moi, Lancia représente un espèce de must-have de l'industrie automobile italienne, du fait de son passé de marque innovante, avec des véhicules qui ont misé sur une technologie, sur des éléments de confort, sur des moteurs, sur des châssis, sur différentes choses qui rendaient le voyage le plus agréable possible. Voilà, ça c'est exactement Lancia au fil du temps. Mais aussi, Lancia, ça a aussi été un passé sportif. On va pas forcément en parler, mais on a tous en tête les nombreuses victoires de la marque en termes de rallye. C'est encore aujourd'hui à ce jour la marque qui détient le plus de titres constructeurs et pilotes. On pense évidemment à la Lancia Delta, mais on pense aussi à la version S4, à la 33, mais aussi à la Stratos, à la Monte Carlo, etc. Bref, énormément de modèles, mais on pense aussi aux modèles un peu plus chicos de la marque Lancia. En premier lieu, on a l'Aurelia, on a la Fulvia, on a la Thema, on a plein de véhicules comme ça qui, jusqu'à dans les années 90, ont joué sur ce registre du raffinement. Alors oui, on a eu la Kappa qui a moins brillé que les autres, et on a aussi la Thesis. C'était d'excellents véhicules qui ont souffert de soucis d'image. Alors certes, il manquait d'image, mais les véhicules étaient à la hauteur de la concurrence, mais avec un style clivant. Et d'ailleurs, ce mot, je vais beaucoup l'utiliser dans cette vidéo. On va parler énormément d'un style clivant chez Lancia. Bon, pour démarrer cette vidéo, on est obligé de parler un peu d'Auto Bianchi. Pour vous raconter l'histoire de l'Y10, il faut remonter un peu dans le temps, précisément en 1968. En fait, Fiat s'offre Auto Bianchi, qui est l'un de ses principaux concurrents, mais qui n'arrive plus à concurrencer la marque turinoise. C'est un petit pied de nez au groupe Volkswagen qui vient de s'offrir Audi en 64 et qui est en pourparlers pour le rachat de NSU. La preuve que Fiat lui aussi a des projets pour ses concurrents et qu'il a envie d'être seul maître à bord. Et puis surtout être seul maître à bord de l'industrie automobile italienne. Auto Bianchi va devenir le laboratoire du groupe Fiat et expérimenter les nouvelles technologies du groupe avant de les incorporer au Fiat. C'est du coup Dante Giacosa qui va rejoindre Auto Bianchi et ce dernier milite depuis les années 50 pour imposer la traction chez le constructeur italien, mais Fiat refuse de croire en cette technologie. A few moments later. En fait, ils vont se prendre un petit coup de pied au cul en 1959 quand apparaît chez les Anglais le modèle Mini, doté d'une traction. Sir Alex Zigoni, a bien dû se foutre de la gueule de l'ingénieur italien, qui lui militait depuis tellement longtemps pour offrir une traction au groupe italien, et que c'est finalement les Anglais qui lui grillent la priorité. Alors Dante va avoir sa revanche. Tu as l'air saoulé. Je pète le seum, hein, clairement. Puisqu'Auto Bianchi va développer son premier modèle doté d'une traction, la Primavera, qui va ensuite arriver sur d'autres modèles, et vous me voyez venir, dont la Lancia. Et en 69, du coup, apparaît celle qui va jouer sur le même tableau que la Mini, mais avec un certain chic italien. Mais là, ça va être une voiture qui va véritablement concurrencer la Mini. Même année, Fiat fait fusionner Auto Bianchi avec Lancia. Désormais, le sort de la marque Auto Bianchi est lié à Lancia. Et c'est Lancia qui va lancer le projet de l'Auto Bianchi A112. Avançons dans le temps. Après plus de 70 séries différentes de la 112, Lancia va enfin arriver à remplacer cette citadine qui traîne dans les pattes depuis très longtemps. On parle quand même de 16 ans de carrière. En réalité, le remplacement de l'Auto Bianchi A112 n'est pas vraiment né au dernier moment pour la sortie de l'Y10, mais remonte un peu plus loin, et l'histoire est assez rocambolesque. C'est vraiment une histoire à l'italienne,
puisqu'en fait le projet voit le jour dès la fin des années 70, puisque la petite italienne va fêter ses 10 ans de carrière et que Lancia réfléchit à son remplacement. Une crise éclate au sein du groupe Fiat. Enfin plutôt, ça va être la guerre entre Lancia et Fiat qui vont se fighter autour d'un projet. En fait, on va parler de conflits internes et d'intérêts, de mauvaises ententes entre les cadres, des deux marques, et ça va foutre le bordel, un boxon, bref, la situation est tendue comme un string et à tout moment, elle peut éclater. Bon, le string va pas se détendre entre le développement de la Thema, parce que Lancia finit sa berline, et finit aussi la mise au point de la mythique première génération de la Delta. Bref, c'est limite si les cadres de Lancia et de Fiat ne se jettent pas des têtes coupées de chevaux dans leur lit. Une histoire un peu mafieuse, bref, ça part en couille. Et on arrive sur la période Fiat contre Lancia. Bref, si vous avez compris, la situation est explosive et le pire va venir. En fait, en janvier 1979, Vittorio Guidella, le nouveau patron de Fiat, organise une présentation en interne avec différents prototypes, dont la prochaine A112-2, on va dire A112-2 parce qu'on n'avait pas encore le nom à l'époque. Et Fiat de son côté propose sa nouvelle citadine et rien va se passer comme prévu. En gros, on a deux prototypes, le numéro 143 chez Fiat et le numéro 144 de chez Lancia, et aucun abord de logo afin qu'on ne distingue pas les deux véhicules entre les deux marques et qu'on n'influence pas les clients. Le choc va être violent pour Fiat et on peut parler du deuxième coup de pied aux fesses pour le constructeur, puisque c'est le prototype Lancia, le 144, qui remporte la majorité des suffrages. Parce que les clients ont cité comme critères les aspects pratiques, le confort, et Fiat n'accepte pas cet affront. Pire, ils vont récupérer le projet pour eux, et ce fameux prototype Lancia va devenir la Fiat Uno. Alors l'histoire elle est un peu compliquée autour de la naissance et la gestation de la Fiat Uno, parce qu'il y aura plusieurs prototypes, ça va jamais aller, ça va être le bordel, on fait appel à Giugiaro chez Lancia, mais du coup Fiat fait appel de nouveau à Giugiaro pour retravailler le véhicule, bref ça part complètement en couille, mais surtout, on revient au sujet, Lancia se retrouve le bec dans l'eau pour le remplacement de la 112. Et ceci explique pourquoi la voiture a mis aussi longtemps, je parle de la 112, à être remplacée, puisqu'apparue en 69, elle prendra sa retraite qu'en 87, mais en 85 apparaît l'Y10, sa véritable remplaçante. Vous l'imaginez, le coup il est dur pour les ingénieurs Lancia, puisque c'est des heures de travail qui partent littéralement à la poubelle, puisque c'est Fiat qui récupère le projet, et la tension elle va devenir palpable chez le constructeur à la lance. Avec cette baisse de morale, Gian Mario Rosignolo, patron de la firme à la lance, va se prendre la gueule avec Guidella, qui n'accepte pas ce qui vient de se passer, et ça part tellement en couille, littéralement, qu'il claque la porte du groupe et s'en va. Lancia perd son patron, et Guidella il sent un peu comme un con, et donc du coup en 81, il va lancer le projet d'une nouvelle citadine pour la marque, et le projet prend le nom d'Y10. Y-Ghiacci pour ceux qui parlent italien. On est en 1981, Bonnie Tyler est en tête des charts, et Lancia va enfin avoir une citadine pour remplacer la 112. Alors, Guidella, déjà, il est pas chaud de ne plus avoir de projet pour la 112. Il va décider de lui-même de rédiger le cahier des charges pour cette nouvelle citadine Autobianchi / Lancia. Il faut que la voiture soit aérodynamique, qu'elle soit surprenante dans son design, qu'elle soit aussi innovante. Ce maître mot qui qualifie Lancia depuis des décennies. Alors par contre, au niveau du design, je vous dis surprenant, mais on aurait très bien pu dire clivant. En tout cas, la force de ce nouveau cahier des charges ressout les ingénieurs de chez Lancia et ils se mettent au boulot. En plus, l'Y10 va être confronté à une nouvelle politique au sein du groupe avec des synergies et des économies d'échelle. Donc notre Y10, elle va reposer sur le châssis de la Fiat Panda, mais elle aura quand même droit à un train arrière spécifique. Alors du côté de l'innovation, l'Y10 reçoit sous son capot le nouveau moteur Fire, qui veut dire Fully Integrated Robotside Engine. Désolé, j'ai un accent anglais de merde. Conçu de base avec PSA, mais qui se retire suite à des problèmes financiers. On est au début des années 80 et Peugeot ne va pas bien du tout après son indigestion du Chrysler Europe. Alors pour la petite histoire, le moteur Fire a disparu en 2020. RIP à son âme, excellent petit moteur. Moderne, le moteur s'associe à une boîte 5 vitesses dont va profiter la nouvelle Y5. Une véritable rareté sur le segment dans les années 80 pour faire des économies de carburant. Alors, du côté aérodynamique, l'Y10, elle est caractérisée par son coef de 0,31, excellent pour l'époque et excellent pour une citadine. Notre italienne, elle est plutôt minuscule puisqu'elle est longue de 3,40 m, 1,50 m de large et 1,43 m de haut. Ce qui bénéficie à son poids puisque notre italienne,
eh ben, elle ne pèse que 720 kg et jusqu'à 890 pour les versions les plus haut de gamme et les 4 roues motrices. Véritable innovation sur l'Y10, puisqu'on est chez Lancia et qu'il faut être innovant, eh ben, c'est que son essieu arrière, il est tout nouveau et qui s'appelle Omega. Rien à voir avec les Oméga 3. Il dispose d'un ancrage central avec des bras à réaction transversaux. Alors c'est un essieu similaire a déjà été vu par le passé, donc il n'est pas totalement nouveau, mais c'est pour la première fois une voiture qui va être vendue à grande série qui va le proposer. Bon, ce système similaire se retrouvait déjà sur la Panhard Dina. On était dans les années 50. Alors, le système du train arrière est aidé par des ressorts hélicoïdaux, des accès par rapport aux amortisseurs et supprime les barres de torsion. Néanmoins, vous allez voir que ça va être un beau bordel, puisque pour la version 4x4, eh ben ça va être la merde. Avec son train arrière Omega, eh ben en 86 apparaît l'Y10 4x4, qui sort en même temps que la mythique Panda 4x4. Beaucoup de 4x4. On se retrouve en fait face au choix du rat des villes et rat des champs. Bon, l'essieu arrière rendant impossible le passage d'un arbre de transmission classique, chez Lancia, on innove et on installe un pont arrière doté d'une commande électropneumatique agissant sur le train arrière et qui passe par une commande spéciale. Et sinon, pour le reste, quand on ne l'active pas, la voiture reste une simple traction. Pour le design de sa nouvelle citadine, Lancia va faire appel à 3 équipes différentes. Premièrement, ses équipes internes, Giugiaro et Pininfarina. En fait, la voiture va être de nouveau mise en concurrence face à un panel de clients, et c'est les équipes internes de Lancia qui remportent les suffrages. Espèce de petite tradition italienne comme ça, notre Lancia Y10 va poser ses roues et prendre son premier bain de foule au salon de Genève en mars 1985. Et ben la surprise générale, on ne parle pas d'A112-2 ou d'A113, elle devient Lancia Y10 du nom de son projet. La saga Lancia Y est donc née. Alors Auto Bianchi pour l'occasion ne disparaît pas complètement puisque je vous dis Lancia Y10, ce qui est totalement faux, puisque sur les marchés français, espagnols ou encore italiens, eh bien la voiture s'appellera Auto Bianchi Y10. En fait, le reste de l'Europe aura le droit à la Lancia Y10, sauf ces 3 marchés-là. Et fun fact, c'est qu'en Suède cohabitent la Lancia Y10 et la Saab Lancia Y10. Tout ça pour vous dire que même le dossier de presse, il puait la merde. Désolé Lancia, hein. Je serais de toute façon, je serais jamais invité, hein, parce que Stellantis vous l'avez testé, je vais chier sur toutes vos bagnoles. Eh bien, pour la simple et bonne raison que le dossier de presse mentionnait une Auto Bianchi née Lancia. Non mais alors, en termes de lancement pourri pour une citadine qui se veut chic, on fait pas mieux. Merci l'Italie. Parce que quand tu fais une Dacia by Renault, ça choque personne. Tu sais que c'est une voiture d'entrée de gamme. Mais là, tu fais pas une voiture chic que tu nommes une Auto Bianchi née Lancia. Enfin, ça va de raison. Ça entretient juste le flou, quoi. En fait, c'était avec le contrat Chardonnay. Il a voulu conserver le nom de la marque avant de la faire basculer chez Lancia. On ne va pas se mentir. Au lancement de l'Y10, Lancia va faire un peu la gueule pour une simple et bonne raison. Eh ben, ce truc n'attire pas les foules. Elle déroute les visiteurs et Lancia s'attend déjà au pire pour sa carrière avec sa citadine de luxe. Faut dire que bon, on n'est pas habitué à ce format-là et son design ne va pas nous aider non plus. Et surtout, son haillon ultra vertical et sa teinte noir mat, peu importe la version. Le choc n'est pas terminé, il continue à l'intérieur avec son mobilier et surtout son équipement plutôt pléthorique et raffiné pour l'époque. En fait, on parle même que la Lancia Y10, elle profite d'un équipement digne des plus grandes routières de l'époque, concentrée dans ce format-là, puisque je vous rappelle qu'elle fait 3,40 m. L'Y10, elle joue les lignes futuristes, avec sa forme de capsule, mais elle a aussi des formes lisses. Les feux avant sont peut-être peu expressifs, les feux arrière sont rectangulaires. Bon, un gamin aurait pu la dessiner, certes, mais elle ose, elle montre à quel point Lancia, il est clivant, il est ingénieux, et que la marque, eh ben, elle casse les codes. Et c'est ça qu'on veut. Tu m'entends, Stellantis? Bref. Une Lancia dans la plus pure tradition Lancia. L'habitacle est aux petits oignons, certes avec son Alcantara, mais la voiture a surtout pour elle son équipement de série qui aujourd'hui nous paraît banal, mais qui pour l'époque est une révolution. On note un autoradio de série avec son volant de protection, c'est le truc qui fait ça, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris, des rétroviseurs réglables à l'intérieur, une vitre de custode arrière ouvrable électriquement, le verrouillage centralisé, etc., etc.
La liste est trop longue. Suite à ce lancement, la clientèle va avoir besoin de temps pour s'habituer aux lignes de la citadine. On n'était pas habitué à quelque chose d'aussi carré à l'époque. On pense au Peugeot 205, à la Renault Super 5 ou encore à la Renault 5 qui disparaît au lancement de la Y10. Bref, certains vont la qualifier de clivante, quand d'autres, avec son rayon noir, vont la qualifier de passe-partout. Personne n'arrive à se mettre d'accord et c'est l'objectif de Lancia et il est entièrement réussi. La voiture fait parler d'elle. Le mur de Berlin tombe en 1989 et Lancia fait disparaître Auto Bianchi. Donc le contrat d'importation avec Chardonnay prend fin et l'année 89 permet de voir apparaître en France le groupe Fiat France et donc Lancia France. Donc le nom Auto Bianchi n'a plus aucun intérêt et dégage. Bon, Auto Bianchi c'était sympa, hein, mais il faut nous laisser. Le nom Auto Bianchi disparaît du marché français et l'Y10 devient officiellement une Lancia en France. Alors, l'Y10 par contre restera une Auto Bianchi jusqu'en 1996 sur le marché italien. Un peu comme aujourd'hui l'histoire de Lancia, hein, c'est le cycle de la vie. Merci Marchionnet. En fait, chez Lancia, on parle de plusieurs séries sur l'Y10. Déjà la version de 85, la première, 89, la deuxième quand elle devient officiellement une Lancia en France, 92 avec le recyclage cosmétique de la face avant, et enfin une dernière mise à jour qui va toucher l'équipement en 94, quand la marque va en fait faire le grand ménage en préparant l'arrivée de la nouvelle Y. Y10, elle disparaît en 96 après 1 133 774 exemplaires. Pas mal pour une voiture finalement qu'on ne donnait pas si cher de sa peau. C'est un joli petit succès, surtout pour le prix et pour le segment et le bordel en termes de marque vendue. Donc bravo à Lancia, ça a été l'un des derniers succès de la marque, puisque les générations suivantes ne feront pas mieux, puisque l'Y deuxième génération ne fera que 800 000 exemplaires, et les suivantes, beaucoup moins. Bon, en même temps, quand t'es sur un seul marché, tu t'étonnes pas que tu te vends pas. Bon, du coup, que surveiller sur le Lancia Y10 ? Tout. Absolument tout. Et ça commence par la rouille, parce qu'une italienne qui ne rouille pas, c'est pas une italienne. Donc il faudra bien surveiller plancher, tablier, amortisseur, aile, tout, sans oublier aussi l'électronique qui peut poser des soucis sur une Y10. Bref, il y a pas mal de choses à surveiller. Alors heureusement, côté mécanique, le Fire, lui, est fiable et endurant. Il emmènera la voiture à plus de 200 voire 300 000 km. Là-dessus, on est tranquille. Du côté des pièces également, elles sont encore pour la plupart produites, elles sont encore disponibles. On ne manque pas de version à la caisse malheureusement et surtout les prix restent relativement accessibles. Enfin, certaines versions valent plus le coup que d'autres. Je parlais des séries limitées tout à l'heure, donc on pense à l'Avenue, mais il y a aussi les versions GT ou encore Turbo qui méritent toute notre attention et qui permettent d'avoir autre chose, une belle alternative face à une Peugeot 205 GTI ou une Super 5 GT Turbo. Voilà, la vidéo est maintenant finie, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.